Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Vous revenez avec un livre d'action, Laissez-nous faire. C'est un manifeste, on va y revenir. D'abord, si vous voulez, posons le tableau. Alexandre Jardin, écrivain à grand succès répété, 50 ans. Une vieille bête. Vieille, jeune bête, hein, vous Oui. étiez très précoce. Et ça démarrait tôt. Ouais. Mais j'ai triché. Parce que, en fait, je n'avais plus de père. Et quand on perd très, très tôt son papa, c'est biologique. Hein. On se précipite. Père, écrivain, scénariste, mort très tôt, on va le rappeler. Vous, écrivain, très tôt. Je regardais bien en tête, c'était 86, donc ça fera bientôt 30 ans. J'ai 21 ans. Ouais. Mais j'ai eu une chance folle. C'est-à-dire que je suis tombé sur la grande éditrice du moment qui voulait me rencontrer. Je ne voulais pas la rencontrer. Elle s'est invitée à dîner chez moi. Elle est arrivée ivre-morte. Elle est rentrée bourrée. Elle s'est jetée sur ma mère. Elle lui a dit... elle lui a proposé de monter un bordel littéraire où les clients paieraient en copie. Et puis elle m'a sauté au cou, m'a jeté par terre et elle m'a dit « Chérie, fais-moi un roman ». Vous êtes Voilà, toujours... le destin a démarré. Votre sourire, votre rire, votre voix, votre côté juvénile, et en même temps, vous êtes un monsieur. Quand vous regardez dans la glace, à quel moment vous dites « Tiens, j'ai vieilli, j'ai pas vieilli » J'ai jamais été aussi heureux. Ouais. Parce que ce que je fais, je rêve de le faire depuis mes 15 ans, là, en sortant ce bouquin. Et avec l'action qui va avec. Je savais que ça m'arriverait. Je ne savais pas quand. Je ruminais ce livre vraiment depuis mes 15 ans. Quoi. On détaillera tout à l'heure. Hein. Des milliers de gens vous suivent, oui. Des milliers de gens sont séduits par votre idée d'action très immédiate, citoyenne, civique, on parlera des mots tout à l'heure. Mais si on reste un peu sur votre portrait général, 50 ans, 30 ans de succès, le père, le grand-père, méconnu, mais vous avez contribué à le faire connaître. C'est un personnage très important de Vichy, de la collaboration, de l'extrême droite, antisémite. Ça aussi, c'est une charge que vous avez toujours sur le dos. Oui. Hein. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui n'ont pas de... Comment dire oui, ça crée une dette. Hein. Ça crée une dette. Pourquoi se défausser? C'est pas moi qui ai commis ces actes-là, mais oui, ça crée une culpabilité, oui. Aujourd'hui, ça n'est pas le seul sens de votre action, mais vous agissez aussi contre le Front National en France. Oui, très clairement. Il y a un lien entre votre grand-père et le Front National aujourd'hui. Bien sûr, c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est fondamental. Je sais qu'il arrive, par moments, que des gens apparemment très bien s'installent et se mettent à trier les hommes. C'est arrivé en France. La sélection, hein, ça c'est une chose que vous haïssez. Trier les hommes. Et c'est l'autre nom de la préférence nationale. Je ne veux pas de ça. Vous savez qu'en Suisse, ça se pratique. Ça a été voté même, alors dans une certaine mesure, mais la préférence nationale, c'est un mot que les Suisses ont soutenu, une idée que les Suisses ont soutenue. En France, il y a tellement de gens qui votent Front National aujourd'hui. Est-ce que ça ne s'est pas banalisé, pour le meilleur et pour le pire, ça vous frappe pas? Il y a un peuple qui essaye de hurler à ses élites. Les gens ne sont pas devenus fachos, ne sont pas devenus racistes, c'est pas vrai. Ils essayent de hurler comme ils peuvent, et ils utilisent en ce moment le Front National. Et donc je me suis dit qu'on n'allait pas laisser le monopole de la révolte à des gens pas bien, quoi. Pas altruistes, pas... des gens pas bien. Quoi. Même de Suisse, on suit tout ça, hein, les aventures de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, la guerre du père et de la fille. Quand même, ce sont deux générations, non? L'extrême droite aussi, est-ce qu'elle n'a pas le droit de changer, de se respectabiliser? Vous n'y croyez pas, vous? Le tri des hommes, c'est pas mon truc du tout. On peut débattre à l'infini des programmes économiques, c'est légitime. Mais instaurer la préférence nationale dans des sociétés de HLM, ça va mener à la guerre civile en France. Les gens sont armés là-dedans. On va faire comment derrière? En d'autres temps, le Parti communiste défendait des idées extrêmes, il soutenait l'Union soviétique qui avait ses missiles braqués sur le bon, il a joué un rôle intéressant quand même. Il est entré au gouvernement à une certaine époque. Vous ne croyez pas que le Front National puisse connaître ce genre d'aventure-là? Je vais m'y opposer de toute ma force. Et si je sors ce livre, si je fais ce que je fais aujourd'hui en France, en fédérant ce qu'on appelle les faiseux, c'est-à-dire les gens qui ont une légitimité morale, parce qu'ils règlent les problèmes des autres, c'est parce que j'ai toute une stratégie que j'explique dans mon bouquin. C'est une vraie stratégie politique pour qu'on évite ça.
Alors, parlons-en. Vous avez lancé un vraiment, mouvement qu'on qui vous évite. a dépassé, alors Oui. avec des entrepreneurs, des maires, des associations, des gens qui faisaient rien avant, des gens Non, tout non. neufs. Enfin, si, ils font déjà, Oui. mais ils ne sont pas connus Voilà. sur le... Donnez quelques exemples. Voilà. Vous dites des faiseux, des gens qui font, Ben, c'est qui très simple. agissent. Ce sont des gens qui règlent des problèmes que le politique n'arrive plus à régler. Et c'est pour ça qu'on les appelle des zèbres. Ils raisonnent en dehors du cadre. Ouais. On a... Épicerie solidaire, par exemple, un épicier qui décide d'être un peu différent des autres. Oui, c'est des épiceries, c'est un réseau de 300 épiceries en France. Ouais. Le gars qui a monté ça nourrit 1,5 million de gens dans le respect. C'est-à-dire qu'on ne donne pas, on paye 20%, et puis à la caisse, on fait un travail de retour à l'emploi. C'est génial. Ouais. Et le type qui gère un problème affreux, il est la joie sur Terre, quoi. Vous avez un site, Bleu Blanc Zèbre, les gens s'inscrivent, c'est Oui. des milliers de gens. Participe, passe à l'acte. Ni droite ni gauche. Alors, il y a le Non. côté entrepreneur, vous Oui, dites, beaucoup, le beaucoup côté d'entrepreneurs. libéral. Oui, beaucoup c'est- d'entrepreneurs. Mais par exemple, je prends un exemple de programme de retour à l'emploi. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises d'Île-de-France. Ils ont des équipes qui font le tour des petits patrons pour débusquer le marché gris de l'emploi. Et ça n'apparaît pas sur les annonces. Une visite sur 2 donne lieu à la création d'une fiche de poste. Leur truc marche. Alors que si Pôle emploi en France téléphone, ils vont raccrocher. Là, c'est parce qu'ils prennent des initiatives, ils sont au bon endroit. Donc tous nos zèbres, ce sont des pragmatiques. Je me fous complètement que ce soit des entreprises, des associations, des maires, des... De droite et de gauche. oui. Entrepreneurs plutôt de droite traditionnellement, les associations plutôt de gauche. Majoritairement, oui. Voilà. Mais tous ces gens-là, vous dites, c'est les gens qui ne sont pas dans la théorie, qui agissent très vite. Mais les opinions divisent alors que l'action réunit. Ouais. Et ils ne m'ont pas écouté parce que je suis Alexandre Jardin écrivant des romans, mais parce que depuis 15 ans, j'ai monté un gigantesque programme qui embarque les retraités français dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. Alors, On tout s'occupe le- de 400 000 enfants. Tout le monde dit bravo, et tout le monde dit en même temps, ça s'arrêtera, ça retombera, etc. Souvent, ça retombe, ce genre de choses. Il y a des dangers. Vous citez dans votre livre l'exemple de Nicolas Hulot, que tout le monde connaît, qui a voulu s'engager, qui était candidat à des élections présidentielles. Vous ne le ferez pas. Alors, on a exactement la stratégie inverse de Hulot. En 2007, il a dit au parti signez, faites-le. Nous, en 2017, on va leur dire signez et laissez-nous faire. C'est-à-dire que je viens avec les opérateurs. Et si les partis ne veulent pas signer, c'est écrit noir sur blanc dans mon livre, l'un d'entre nous va aux élections. Ça peut être moi ou l'un d'entre nous, c'est pas le problème. Mais ça sera le signe de notre échec. Ouais. On Ça ne veut dire on que ne veut pas le pouvoir c'est pas institutionnel. tout à fait exclu qu'un jour vous soyez candidat. Non seulement c'est pas exclu, mais on le prépare. Ouais. Et comme les maires font partie de nos bouquets de solutions, les maires font partie de notre aventure, nous n'aurons aucun problème pour avoir les 500 signatures, donc pour négocier rudement avec les partis. Et est-ce que ça vous touche, franchement, quand on est écrivain, on est responsable que de soi-même, là où vous êtes maintenant, il y a des gens qui viennent vous parler de problèmes concrets, qui sont là, j'imagine, ça, c'est valorisant, non? C'est jubilatoire. Hein? Non, mais d'abord parce que les gens qu'on voit sont tous des porteurs de solutions. Donc dans un pays totalement déprimé, je tombe sur des combattants, sur des filles et des types hors du commun, qui créent des mutuelles dans les villages, qui remettent au boulot les gens. Les Français sont si déprimés, vu de Suisse, vous savez comment c'est, Ouais. on regarde le grand voisin, Ouais. alors évidemment on aime bien le critiquer, en même temps parfois on l'admire, etc. Ça va mal en France, C'est un peuple qui est au bord de la révolte. hein? D'ailleurs, toutes les révoltes françaises, je vais les voir et je leur demande de monter des programmes civiques. Les notaires, par exemple, maintenant, ils ont un programme qui s'appelle Conseil du coin. Ils ont rejoint les zèbres. Ils donnent du conseil juridique gratuit dans les cafés populaires, dans 180 villes françaises. La Suisse, alors quand on parle des préférences nationales, c'est des aspects que vous appréciez peu, j'imagine. En revanche, le côté très décentralisé, chaque citoyen peut lancer une initiative, etc., j'imagine que ça vous plaît, C'est jouissif. hein? Je veux dire, moi, je viens d'un pays ultra centralisé où on ne fait pas confiance aux citoyens. Ouais. Ici, vous faites confiance à vous-même, quoi. C'est emballant. Les politiques, alors j'imagine tous ceux qui ont tenté de vous récupérer. Oh là, depuis lundi Beaucoup. dernier, ça sonne beaucoup les téléphones. Ouais. Qui ça, par exemple? Tous. Ouais. À peu près toutes les équipes. Et je suis très très clair. Pour l'instant, on ne deal pas avec vous. On veut bien boire un café. Ouais. Je ne veux pas aller à l'Élysée, un machin, un truc. Non. Ce que je veux, en revanche, c'est un contact avec les maires, les faiseux, avec les départements, avec les gens qui ont les mains dans le cambouis, qui vont pouvoir agir tout de suite. Vous donnez quelques exemples ici où là, Jean-François Copé ou autres qui vous ont fait des promesses peu Ouais. tenues le lendemain. Je ne veux plus dealer avec les partis. Ouais. Je veux uniquement dealer avec l'élu local,
le concret. Quel regard quand même sur ceux qui sont en place aujourd'hui, François Hollande en premier lieu, C'est une impuissance de dément, hein? une impuissance incroyable. Mais celui d'avant, pareil. Vous avez voté pour qui la dernière fois? Avec désespoir, c'est pour ça que je ne le dirai pas. C'est-à-dire que j'en ai eu honte et je ne veux plus avoir honte. Voici, il faut dire pourquoi. Non, Vous dites non, tout. Non, je vais vous dire. Je me suis fait piéger. Ouais. Mais piégé par qui? Vous avez voté pour qui? Allez. Non, Oh. je me suis fait piéger. Ouais. Ça veut dire que, à un moment donné, je n'ai pas fait un choix. Et si je fais tout ça, c'est parce que je ne veux plus voter comme ça. Je veux que quand les partis républicains auront signé une alliance avec la société civile, avec les zèbres, je veux que ce soit enthousiasmant de voter pour eux. Sarkozy? Sarkozy, quoi? ce que nous faisons, ça n'est pas sa culture. Ouais. Mais parlons clair, je me fous que ce soit Sarkozy ou Hollande. Ouais. Derrière, ce qui me terrorise, c'est qu'on a des énarques de gauche et des énarques de droite, qui sont normatifs, qui pensent par des grandes lois, et non pas en faisant alliance avec les faiseux. Mais vous savez bien que le jour où, en 2017, il y aura à la fin 2 candidats, il faudra choisir entre l'un et l'autre, vous devrez choisir vous aussi? Alors, ce que je sais, c'est qu'on aura imposé au Parti républicain, parce qu'on monte en puissance, qu'on devient populaire. Quoi. Parce que tous nos zèbres sont populaires. Et je sais qu'on aura imposé, ils auront signé avec nous des contrats de mission. À ce moment-là, ça deviendra décent de voter pour eux. Je vous prends un exemple. Dans notre bouquet éducation, Mon lire et faire lire, dans le contrat de mission, je veux qu'on ait les moyens de l'implanter dans toutes les maternelles et les primaires. Je veux des trucs concrets, opérationnels. Donc, Alexandre Jardin, et on battra Marine Le Pen, très gaiement. Vous voyez les gens qui vous regardent sur Twitter, sur Facebook, il y a ceux qui disent bien, il y a ceux qui disent il est devenu cinglé. Vous imaginez bien ceux-là. Hein. Oui, le cynisme existe, ouais. mais contre le pragmatisme, on ne peut pas grand-chose. Ouais. C'est-à-dire que, au fond, les zèbres n'ont aucun programme, ils n'ont que des actions. Le marché de la promesse n'est pas notre truc. On ne propose rien, on le fait déjà. D'où vous vient le premier grain de folie? Parce que quand on suit tout ce que vous avez fait, il y a toujours cette dimension un peu hors norme. Ça vient d'où? De mon papa. Ouais. Il y a une scène que je raconte dans mon livre qui a été très fondatrice pour moi. Papa, lorsque la vie n'était pas assez grande, pas assez romanesque, il arrêtait sa voiture en Seine-et-Marne, en France, et il signait des chèques en blanc. Ouais. Il allait les glisser dans les cabines. Dans les annuaires. Dans les annuaires des cabines téléphoniques. Ouais. Il repartait, il me disait, tu vois mon chéri, si quelqu'un trouve le chèque, on est ruiné. Ouais. Et ça, c'est vrai. C'est pas une légende. Ah non, ça, je vous jure. D'où venait une idée pareille? Il était excité par le risque. Ouais. Il m'apprenait que vivre prudemment, c'est dangereux. Ouais. Je veux dire que la vie n'a pas lieu. Et quand on se lance, là, en ce moment, dans cette aventure, évidemment qu'il y a plein de gens qui me disent « mais c'est très casse-gueule, tu te rends pas compte ?» Vous n'imaginez pas le nombre de journalistes qui démarrent leurs questions par « vous n'avez pas peur que ?» Je dis « non ». Votre père, romanesque, immense, séducteur, etc., le cancer, à un moment, le rattrape. Vous vous rappelez ce moment-là où vous avez compris ça? On ne me l'avait pas dit. Hein? Et j'ai eu une espèce d'instinct très bizarre. Je lui ai écrit une lettre une semaine avant sa mort, alors qu'on ne m'avait pas dit qu'il allait mourir, pour lui dire que je m'occuperais de la France. J'avais 15 ans, j'étais un gamin. Quoi. Et il a eu le temps de la lire, et puis il est mort. Et... Il est mort très tôt, 46 ans. Oui, très jeune. Quand la mort fait irruption comme ça dans une famille, ça reste après toujours? Il a eu le temps de me transmettre l'essentiel. Que l'amour allait être la grande affaire de la vie, que le risque était une chance, que s'exposer pouvait être une jouissance. J'ai follement aimé sa manière de vivre. Et à un moment, j'ai envie que mon époque redevienne comme était la France quand j'étais petit. Avec des dingues comme ça. J'en ai marre des normaux, j'en ai marre des prudents. J'ai envie que lorsque vous irez à Annemasse, que vous tombiez sur une société, à un moment qui n'a plus la trouille. Quoi. Et moi, j'ai connu ça enfant, avec des gens. Je veux dire, papa arrivait dans un dîner, il était ébloui par la maîtresse de maison, il avertissait tout de suite le maître de maison qu'il allait lui piquer sa femme. Ouais. Et il repartait avec elle à la fin du repas. Ouais. Il y avait quelque chose
Enfin, je ne recommande pas ça aux gens qui nous écoutent. Ouais. Forcément, parfois, ça marchait mal. Il se Oui. trompait, il échouait. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait alors? Il rebondissait. Ouais. Quand il perdait trop d'argent au poker, il venait vers moi, il disparaissait 3 jours, il revenait, il me disait « ça y est, j'ai signé un film pour rembourser les dettes. Pour De Funès, c'est mieux payé. Ça donnait Les Zizanie ou un film de Funès, c'était pour les dettes de jeu. Vous avez fondé une famille, des familles même, parce que ça s'est recomposé. Combien? 5 enfants? Plein, oui. Ouais. 5 et une belle fille. Ça Ça fait du monde. Ouais. Et comment vous êtes devenu père après une telle expérience? On n'élève pas nos enfants en leur parlant. Mais en étant ce que l'on est, en risquant ce que l'on est, si on continue à naître, on va transmettre ça à nos gamins. C'est ce que nous sommes que nous transmettons, c'est pas ce qu'on leur dit. Hein. Quand papa glissait un chèque en blanc, il revenait, il me disait, tu vois, on est ruinés, vivons, vivons. Ben, on vivait, quoi. Ouais. J'avais les jetons, je lui disais, papa, il faut revenir, il faut récupérer le chèque. Ouais. T'es complètement fou. Il continuait. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait l'essentiel. N'aie pas peur de la vie, quoi. Cavaleur, vous l'avez été aussi. Hein. Alors, jeune, plutôt beau gosse, grand succès littéraire, ça c'est très bon pour la séduction. Hein. Franchement, vous avez beaucoup profité. Non, non, pas tant que ça. Oh. Les numéros de chambre d'hôtel qu'on donne, voilà, je suis à la chambre 212. Franchement, non. Ouais. C'est un peu une légende. Ouais. Que vous avez entretenu vous-même. Il y a des livres où vous citez les noms, les initiales. Hein. Vous dites MN, LR, etc. À chacune de se reconnaître. Vous avez joué avec ça? Je ne dis pas que je n'ai pas été amoureux des femmes. Ouais. Mais... Vous dites joliment, c'est un signe que la littérature fonctionne. D'ailleurs, on dit parfois de vous que vous êtes un auteur, entre guillemets, à femmes. Vous avez un lectorat de femmes, entre autres, mais pas que, mais qui marche très bien. Là, ça se reproduit avec nos mouvements associatifs. Ouais. Parce que qui fait tourner les associations? Les femmes. Les femmes sont plus concrètes, on le dit souvent. Au-delà de toute démagogie, c'est vrai ça? Oui, dans le monde associatif est envahi par les femmes. Ouais. J'ai été à Reims récemment, dans une assemblée de lire et faire lire. Je rentre, il devait y avoir 300 femmes pour 10 hommes. Elles avaient toutes des écharpes de zèbre autour du cou. Ou des chemisiers, ou des blouses. Mais c'était des femmes qui étaient là. Une femme présidente en France, c'est possible aujourd'hui? Ou le vieux fond macho est encore là? Le problème n'est plus ça. C'est de la trouver. Oui, le problème, c'est de trouver des êtres vivants capables de faire confiance aux citoyens. Ce qui est très rare dans la classe politique. Ils veulent faire à notre place. C'est voter pour nous et on va faire à votre place. Et c'est ça ce qu'on veut casser, nous. On veut leur dire, faites-nous confiance, laissez-nous faire. Filez-nous des missions. On est capable. Les Français peuvent changer. En Suisse, on a cette tradition très, très terrienne, décentralisée. Chaque village est un petit monde, etc. C'est vraiment pas votre monde à vous. Hein. Vous, c'est jacobin, centralisé. On va casser ça très gaiement. Ça, vraiment, ça peut changer. Oui. Ouais. À condition de venir avec des troupes efficaces. Or, dans le mouvement des ZEP, je suis en train d'embarquer toutes les associations de maires. Par exemple, les maires ruraux. Je prends un exemple tout con. En France, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de réseau 3G. Ouais. On s'en rend compte au téléphone. Bon. Quand une commune n'est pas couverte, c'est un désastre. Si vous n'avez pas accès à Internet, les entreprises s'en vont. Eh bien, j'ai trouvé des maires, dans Lyon, par exemple, qui ont mis en place un programme, localement, pour amener Internet dans les zones rurales avec des fournisseurs d'accès associatifs. Ça ne part pas de Paris. C'est des gars qui s'organisent, qui... Alors là, je suis en train, avec l'association des maires ruraux, on est en train de modéliser un programme d'extension. Ça part d'en bas. En fait, on va redémarrer le pays par en bas, avec les élus locaux. Alors évidemment, c'est pas la France jusqu'à présent, ça a été un État. Hein. Ça va devenir une société. Et puis on va le faire. Alexandre Jardin, quelques mots sur la Suisse. Vous êtes en Suisse, c'est un pays que vous connaissez très bien. Très bien. De très très longtemps. On parlait de votre famille. Le grand-père d'extrême droite, il a beaucoup été en Suisse. Il était même représentant. Et il habitait à la Tour de Paix. Ouais. Mon père, mon grand-père, mon oncle, ma grand-mère sont enterrés à Vevey. Ouais. Vous y allez? Oui, bien sûr. Comment c'est quand vous êtes là? Mais j'y vais. Oui. Quand vous êtes devant leur tombe, comment c'est?
Même si il y en a certains qui me posent problème, comme mon grand-père, ils ont essayé de vivre. Ils n'ont pas fait semblant. Même si je ne suis pas d'accord. Au fond, je préférerais tout le temps un être qui essaye, quoi. Même s'il se trompe tragiquement. Un être qui reste, qui va pas, quoi. C'était un petit monde, alors très farfelu par certains côtés, mais en même temps bourgeois, on peut dire ça, Oui, de droite, très à droite, Voilà, et ce côté de la Suisse, si calme, si conservatrice, surtout à l'époque, etc., leur plaisait beaucoup. Ils se sentaient bien là. Ils étaient en exil aussi. Ils étaient en exil, mais en même temps, il n'y avait que des fous chez nous. Ouais. Pour moi, Vevey, c'était l'épicentre de la folie. Ouais. Quand un ami de la famille arrivait, par exemple, avec la guenon avec laquelle il vivait maritalement, d'un coup, on se disait, mais on est où, là? Il y avait une espèce de... J'ai vu beaucoup de folie à Vevey. Donc, pour moi, enfant et adolescent, la Suisse, c'était peuplé de dingues, de gens libres, de gens invraisemblables. En plus, ma grand-mère avait une passion pour les amants, les couples illégitimes qu'elle recevait chez elle. Elle leur donnait une petite maison au fond du jardin. Et elle aussi m'éduquait. Elle me disait, voilà, il faut respecter ça. La première fois, pour vous, c'était comment? L'amour, la première fois chez Alexandre Jardin? Splendide. J'ai ramené la fille à la gare, gare de Lyon, à Paris. Elle était slovène. Elle est partie, j'étais en larmes. Et j'étais voir papa. Et papa m'a dit, on va rattraper le train. On est allé à Orly, on a volé. Il a loué une voiture, on a roulé. On était sur le quai à Ljubljana, avant l'arrivée du train. Et papa m'avait dit, si on est sur le quai, les femmes dans sa famille se souviendront de toi dans 12 générations. Elle est arrivée. Elle m'avait caché qu'elle avait un boyfriend. J'en ai reparti la queue-basse. Vous lui devez beaucoup à votre papa. Oui. Mec magnifique. Vous êtes un tel réservoir à histoire, à jubilation, etc. Vous vous ennuyez jamais? Franchement, dans la vie, on s'ennuie tous. À un moment donné, il y a des dîners ennuyeux, des rencontres ennuyeuses, il y a des soirées ennuyeuses. En ce moment, je vous jure que non. Là, quand l'émission va se terminer, je vais vous annoncer un truc qui aura lieu en France bientôt. Je vous jure que quand ça aura lieu, je vais vous laisser mon numéro de portable, vous m'appellerez. D'accord. Vous verrez comment le romanesque va surgir dans l'actualité française. Votre truc, c'est quoi? Quel truc vous donnez aux gens pour donner une petite parcelle de ce petit grain de folie que vous avez, visiblement, que vous affectez aussi un petit peu, mais que vous avez? Le fait que dans mon combat actuel, les gens savent parfaitement que je ne fais pas ça pour avoir un poste. Quand vous êtes dans un combat politique et que vous êtes débarrassé de l'envie du pouvoir institutionnel, vous pouvez demander tout à n'importe qui. Récemment, j'embarque dans le bureau de Gattaz, le patron des patrons en France. J'embarque la présidente du mouvement associatif français, la fille à gauche, Gattaz à droite. Je l'embarque sur mon scooter, on monte. Je lui dis, je t'emmène voir le diable. Et puis, on passe 2 heures à faire coopérer des gens de cultures politiques différentes, mais qui ont le sens du pays. Je leur ai demandé d'échanger leurs portables. Ils ne se connaissaient pas. Je sais qu'on peut demander n'importe quoi à n'importe qui quand on ne le fait pas pour soi. Sincèrement, on peut leur demander n'importe quoi. Là, je viens pour mon association Lire et faire lire, je viens de demander à France 2, France 3 et TF1 en France de passer des campagnes de pub gratuites pour Lire et faire lire. Et ils l'ont fait. Oui. J'avais pas le fric pour faire le film. J'étais voir une agence, je leur ai dit donnez-moi ça, on fait ça pour la France. Ils m'ont donné. C'est la chance aussi. Oui. Vous en avez eu beaucoup? Oui, mais je la fabrique. C'est-à-dire, j'y vais quand même. Au pire, on me dit non. Au pire, quand on s'est rapproché des bonnets rouges, bon, vous appelez, vous laissez un message, le type rappelle, il dit « Vous êtes le gars qui a écrit les romans à Paris ?» Déjà, vous avez le pédigré qu'il n'aime pas. Et puis, ça devient un ami. Et vous rentrez dans des mondes de révolte et vous voyez des gens de très grande valeur morale. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Ce sera votre conseil final. Merci Alexandre Jardin. Laissez-nous faire chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci.